À 19h42 précise, sous le faux lustre en cristal d'un hôtel de luxe de troisième ordre, se faisant passer pour un établissement haut de gamme, ma femme, avec qui j'étais marié depuis 18 ans, s'est penchée assez près pour que la chaleur de son souffle effleure mon oreille et a chuchoté « Ne me fais pas honte. Mon nouveau patron est important. » Elle a souri aux caméras, sa main époussetant un grain de poussière imaginaire de mon blazer comme si elle nettoyait un accessoire, pas un homme. Ses doigts étaient raides, détachés, comme manipulant des preuves, pas de l'affection. J'ai suivi ses yeux et j'ai vu où il menait vers la porte latérale derrière le bar où les traiteurs et les concierges allaient et venaient comme des fantômes. C'était ma porte maintenant. Pas de drame, pas de voix forte, pas de verre de vin brisé, juste un exil silencieux et des boutons de manchette. J'ai hoché la tête une fois. C'est tout ce qu'elle a obtenu de moi. Je me suis retourné et je suis parti. Elle pensait probablement qu'elle avait gagné une partie d'échecs invisible, comme si me reléguer au couloir de service lui valait une promotion dans son statut social. Derrière moi, la musique a enflé, une version synth jazz de Sinatra, et le tintement des toasts et des rires a continué sans interruption. Je suis passé derrière le rideau, j'ai enlevé ma cravate et je me suis appuyé contre le mur à côté de plateaux empilés de hors-d'œuvre intacts. Un serveur m'a jeté un coup d'œil, à moitié inquiet, me reconnaissant peut-être d'un portrait d'entreprise qu'il n'était pas censé voir. J'ai souri faiblement et je lui ai fait signe de la main. C'était bon. J'étais habitué aux ombres. Elle est retournée dans la lumière, radieuse dans sa robe de satin bleu marine. Son bras était passé dans le coude d'un homme qui ressemblait à quelqu'un qui venait de sortir d'un fonds de placement à haut rendement. Un vrai visionnaire, a-t-elle dit à quelqu'un près du podium. Il est en train de changer toute la structure. J'ai résisté au rire qui montait dans ma poitrine. Oh, il va changer la structure. Très bien. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de demander quelque chose. Pas pour moi, mais pour l'équipe derrière cela. Plus de 90% des auditeurs ne s'abonnent jamais. Mais chaque abonnement nous motive à continuer. À construire ces histoires couche par couche. Si vous êtes là à écouter maintenant, appuyez sur ce bouton. C'est tout. Pas de drame. Juste un clic. Maintenant, revenons à la nuit. Elle a oublié qui avait construit le bâtiment dans lequel elle dansait. Je ne suis pas resté longtemps derrière le rideau. Juste assez longtemps pour la regarder embrasser l'air près de sa joue et rire un battement trop fort. Assez longtemps pour entendre quelqu'un demander « N'est-ce pas son ex ?» et l'entendre me rejeter comme une simple relique d'un ancien projet. Je suis surpris qu'elle ne m'ait pas appelé « code hérité ». Ils ont tous ri. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la pièce dans laquelle ils se tenaient, le gala qu'ils organisaient, le budget de relations publiques qui le finançait, l'examen de conformité qu'il avait approuvé, portaient tous le fantôme de mes initiales. Je ne possédais plus l'entreprise, mais je n'en avais pas besoin. Pas sur papier, pas pour passer un appel téléphonique, et je l'avais déjà fait. L'avantage d'être mis de côté, c'est que cela vous donne une perspective. Pendant qu'elle jouait à s'habiller et à construire une carrière avec un garçon ambitieux dans un smoking loué, j'avais passé des années à coudre des dispositifs de sécurité dans les contrats, à intégrer des pièges dans les apparences, à sécuriser des clauses discrètes dans les rapports trimestriels du conseil d'administration que personne ne lit jamais. Pas parce que j'attendais une trahison, mais parce que je savais que c'était inévitable. Elle a toujours aimé les grands gestes et elle pensait que ce soir serait le sien. Mais ce soir n'était pas son gala, c'était le mien. Elle ne m'a pas vu la regarder prononcer un discours, remerciant la nouvelle équipe d'avoir rafraîchi la culture et modernisé la tradition. J'avais déjà entendu des mots à la mode de consultant, mais ceci. C'était du théâtre. Elle applaudissait un homme qu'elle connaissait à peine et ignorait le fait que toute son ascension avait été basée sur mon approbation silencieuse. La seule raison pour laquelle elle se tenait sur cette scène était qu'il y a 3 ans, j'avais refusé de mettre mon veto à un changement de politique d'embauche. La même politique qui a permis à son précieux visionnaire de sauter 3 échelons d'expérience. Et maintenant, elle pensait qu'elle était libre de moi. Mais c'est le problème avec les fantômes. Ils apparaissent dans les miroirs, dans les signatures, dans les amendements antidatés, et parfois lors des galas derrière un rideau, à regarder, à attendre, à tenir une clé dont personne ne se souvenait de l'existence. Elle pensait qu'elle m'avait enterré. Elle n'avait même pas vérifié la terre. 10 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour que la première fissure se forme. Au moment où j'ai atteint la voiture, le voiturier tâtonnait avec les clés, les yeux papillonnant nerveusement entre moi et l'écran d'appel de son téléphone. « Monsieur, dit-il,
presque en chuchotant. Je n'avais pas réalisé que vous étiez. Peu importe. Il m'a tendu les clés à deux mains comme s'il me rendait une arme. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête et je suis parti. Mais à l'intérieur de la salle de bal, quelque chose avait changé. Je n'étais pas là pour le voir, mais je connaissais le rythme, la chorégraphie de la confusion. Elle venait de présenter l'homme à son bras. Julien Fournier, un de ces noms qui vont avec les montreurs de prix et les poignées de main incertaines. Notre leader intrépide, avait-elle dit, affichant sa fierté comme une actrice de théâtre en pleine matinée. Elle lui a serré le bras. Il a souri. Les applaudissements étaient tièdes. Les boissons étaient plus fortes que les compliments. Et puis, de quelque part près du fond de la pièce, une voix. N'était-ce pas son ex au bar tout à l'heure? Elle l'a écarté comme une mouche. Il est inoffensif, a-t-elle dit à son patron, les lèvres se courbant avec une décontraction forcée. Vieille histoire, il a fait du conseil ici il y a des années. Son ton était léger, mais sa prise s'est resserrée. Le patron, Monsieur Dubois, a penché la tête. Du conseil, a-t-il répété lentement. C'est quoi son nom de famille déjà? C'était décontracté au début, mais la décontraction s'est estompée à chaque syllabe. Elle a ri, a essayé de changer de sujet. Oh, allons. Ne me dis pas que tu as peur des fantômes maintenant. C'est juste un nom des archives. Mais Monsieur Dubois ne riait pas. Il s'est légèrement tourné, s'orientant pour voir l'extrémité de la pièce, les yeux balayant le couloir sombre près de la sortie de service. Ce nom, a-t-il dit, plus à lui-même qu'à elle. Ce n'est pas seulement dans les archives. Je l'ai vu récemment sur un acte ou peut-être un contrat de licence. Quelque chose avec le logo de la société holding. Sa voix s'est estompée en quelque chose de plus calme, de plus vif. Son sourire est resté en place, mais la couleur derrière s'est estompée. Monsieur Dubois a de nouveau changé de position. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il s'est invité, a-t-elle dit rapidement. Tu sais comment sont ces types. Ils ne peuvent pas lâcher prise. Elle a essayé de rire, mais même elle a entendu la fissure. Il n'a pas répondu, il s'est juste excusé pour saluer un autre donateur, mais son pas avait changé. Il se déplaçait comme un homme vérifiant une alarme incendie. Pas de fumée, pas de flamme, juste le léger clic de quelque chose qui a mal tourné. Dans le couloir, quelqu'un a affiché la liste des invités sur une tablette. Mon nom n'y figurait pas parce que je n'ai jamais eu besoin d'y être. Pendant ce temps, une jeune analyste, nouvelle dans l'entreprise, désireuse d'impressionner, a chuchoté quelque chose à un collègue. Ce type, celui qu'elle a appelé son ex, il est sur la plaque en bas. Partenaire stratégique historique. Ce poste n'a pas été pourvu depuis. Il a fait défiler l'écran. Depuis lui. Les chuchotements ont fleuri comme de la moisissure derrière le placoplâtre, silencieux, mais se propageant. Au bar, l'homme au portefeuille d'investisseur a affiché un document interne sur son téléphone. C'était un PDF scanné, ancien, délavé, mais l'entête était indubitable. Cadre de préservation culturelle, signé en 2011, il énumérait 4 noms sous « intérêts irrévocables ». Le mien était l'un d'entre eux. Et sous la clause intitulée « Déclencheur d'examen basé sur l'événement », une note de bas de page initiée par « Atteinte à la réputation impliquant des parties protégées ». De retour dans la salle de bal, Monsieur Dubois ne ressemblait plus à un homme en fait. Il ressemblait à un homme qui venait de se souvenir où il avait laissé la hache qui manquait maintenant de son étui. À l'extrémité de la pièce, elle souriait toujours, mais pas avec ses yeux. Sa posture est devenue plus rigide. Ses doigts tambourinaient le côté de sa flûte à champagne comme un métronome, cherchant le tempo. Une collègue a essayé de complimenter ses boucles d'oreilles. Elle n'a pas répondu. Elle a juste balayé la pièce du regard comme si elle essayait de repérer un tireur d'élite qu'elle avait invité à dîner. Parce qu'à ce moment-là, elle ne savait pas où j'étais. Et pire, elle ne savait pas qui j'étais encore. Ce nom qu'elle a essayé d'enterrer, il n'était pas à 2 mètres sous terre. Il était gravé dans les os de l'entreprise qu'elle essayait de gravir. Et quelqu'un venait de trouver la pierre tombale. Le tiroir a poussé un léger grincement quand je l'ai ouvert. Comme s'il était lui-même surpris d'être dérangé après toutes ces années. En bas à gauche du bureau en acajou, derrière une rangée de classeurs poussiéreux et un presse-papier fissuré qui portait encore notre ancien logo d'entreprise. J'ai passé les rapports obsolètes et les catalogues de cadeaux de retraite et j'ai sorti le dossier. Clause de gala, écrit au marqueur noir, souligné 2 fois.
Pas de fioritures, pas de tampons d'entreprise, pas de page de garde, juste un épais dossier de documents juridiques jaunis. Chacun paraphé, chacun horodaté, chacun absurdement spécifique. Ça a commencé comme une blague. C'est la partie qu'elle n'a jamais comprise. À l'époque, quand nous étions encore quelque chose de réel, nous inventions de fausses clauses pour rendre les réunions plus supportables. Pas d'amuse-gueule à base de fruits de mer lors des galas de donateurs. Pas de discours de plus de 6 minutes à moins que l'orateur n'ait perdu un membre au combat ou en finance. Pas de stagiaires autorisés près des micros après l'alcool. Des choses stupides. Ça nous faisait rire. Mais à un moment donné, les blagues ont cessé d'être des blagues, et les dispositions sont devenues réelles, codifiées, notariées, classées, parce que le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il est lent, ennuyeux. Il se cache dans les notes de bas de page. J'ai feuilleté les pages, l'odeur de l'encre ancienne et du tonneur d'imprimante montant comme un souvenir que j'avais scellé. Mon avocat à l'époque, un grand cynique avec une pension pour le scotch et les contrats de mariage, avait ricané quand j'avais apporté la pile à son bureau. La paranoïa est chère, a-t-il dit, mais parfois ça vaut la peine de payer l'addition. Il n'avait pas objecté quand je lui avais demandé de le classer sous « déclencheur de conformité éthique de gala en cas de contingence ». C'était enterré dans la 3e section, clause 7D. Si un bénéficiaire ou un représentant public de l'entreprise initie un préjudice à la réputation, une exclusion ou un dénigrement de tout fondateur protégé ou membre historique lors d'un événement parrainé par l'entreprise, ladite action déclenchera un examen immédiat du conseil d'administration dans le cadre du protocole de stabilité discrétionnaire. En dessous, une liste de noms, le mien et le sien avec des signatures. La clause a été déclenchée non pas par un scandale, non pas par une action criminelle, mais par une humiliation publique. Elle a été conçue pour protéger les fondateurs de l'entreprise d'être effacés par des opportunistes. Parce que je l'avais vu arriver trop souvent, des bâtisseurs d'héritage écartés pour l'image, seulement pour être suppliés de revenir quand les vrais problèmes commençaient. Je n'avais pas eu besoin de cette clause. Pas avant ce soir. Mais ce soir, j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la liste de contacts et fait défiler les fournisseurs et amis de la famille oubliés. J'ai trouvé celui que je gardais tout en haut. Président Bernard Leclerc, groupe mère. Le numéro n'avait pas changé depuis la fusion en 2016. La confiance non plus. J'ai tapé « nouveau message » et j'ai écrit les mots que j'avais répétés 100 fois, mais que je n'avais jamais eu de raison d'envoyer. Conformément à la clause 7D. J'invoque formellement le protocole de stabilité discrétionnaire. Atteinte à la réputation confirmée. Image médiatique disponible sur demande. J'ai joint une photo du gala. Moi en arrière-plan près du rideau, elle pointant la sortie en chuchotant. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». La réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Reçu, accusé de réception. L'examen sera ouvert à 9 h. Le statut de la position historique reste valide. Toutes les protections s'appliquent. Pas de fioritures, pas de jargon juridique, juste une confirmation. Je me suis penché en arrière dans la chaise, fixant le dossier, maintenant ouvert comme une capsule temporelle. Quelque part, elle sirotait probablement du champagne, se prélassant dans l'euphorie de sa petite humiliation, pensant qu'elle avait remporté une victoire féministe sur l'ex qui ne pouvait pas suivre. Elle pensait que j'étais le passé, mais elle avait oublié une chose. On ne brûle pas un pont qui mène à la terre sur laquelle on se tient. Et ce soir, quand elle m'a chuchoté dans l'obscurité comme un machiniste dans une scène qu'elle croyait contrôler, elle a déclenché quelque chose d'ancien, quelque chose de signé quand nous étions encore amoureux. Quelque chose qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire parce qu'elle pensait que connaître l'homme suffisait. Elle avait oublié que je n'étais jamais juste son mari. J'étais la clause. J'étais la condition. Et maintenant j'étais la conséquence. À 22h23, mon téléphone avait sonné 4 fois. Même numéro, pas de messagerie vocale au début, juste le long silence vide de quelqu'un qui regarde son reflet se fissurer et ne sait pas comment le réparer. La 5e fois, elle a laissé un message. Salut, je sais que ça a mal tourné ce soir. Je veux dire, c'était pour l'image. Tu sais comment ça se passe. Un léger rire. Le genre de rire que les femmes utilisent quand elles négocient depuis un endroit qu'elles croient encore être de pouvoir. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est juste que Monsieur Dubois est important pour l'entreprise et pour moi. Puis une pause, un ton plus vif. Je te connais, d'accord ?
Tu es probablement assis dans ton bureau à penser 10 coups à l'avance. Ne fais pas ça. Ne transformons pas ça en quelque chose de sérieux. Elle a rappelé 20 minutes plus tard. Ton différent, moins de rire, plus d'inquiétude. Écoute, je suis sérieuse. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais si c'est à propos d'une vieille clause, allons. C'était symbolique. Tu ne ferais pas ça, vraiment. Elle s'est interrompue. Elle n'a pas terminé la phrase parce qu'elle ne savait pas comment elle se terminait. Ou pire, elle le savait. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la chaise à côté de mon bureau, celle qui n'avait pas été utilisée depuis la fusion. L'accoudoir avait encore une légère déchirure dans le cuir. Du jour où j'y avais planté un stylo plume en pleine négociation. À l'époque, je pensais encore que l'héritage pouvait être protégé par la confiance. J'étais plus jeune, moins intéressant. J'ai tapé lentement, délibérément, comme si chaque lettre méritait d'être respirée. Ah, Président Bernard Leclerc objet, notification d'invocation de la clause 7D, conformément à notre dossier de contingence. J'invoque la clause de protection avec effet immédiat. Le déclencheur de réputation s'est produit lors de l'événement parrainé de ce soir. Preuve enregistrée. Examen juridique recommandé. Étaient joints les éléments suivants. Une image fixe de la caméra de sécurité. Horodatée. Sa main sur ma poitrine. Le doigt pointé vers la sortie. Un extrait audio d'un micro qu'elle ne savait pas activer près du bar à punch. L'accord de contrat de gala signé 3 mois auparavant avec sa signature sous la responsabilité de la marque. Une copie de la clause 7D surlignée en rouge. J'ai appuyé sur « Envoyer ». La réponse est arrivée plus vite que prévu. Reçu et accusé de réception. L'examen complet du conseil d'administration commence à 9 h. Vos protections d'héritage restent intactes. Le comité de surveillance a été informé. Pas de fioritures, pas de formalités, juste de l'action. Parce que certaines relations n'ont pas besoin de fleurs ou de pardon. Elles ont besoin de preuves. Et je les avais toutes gardées. Elle a rappelé. La 6e messagerie vocale était plus calme. Mesurée. D'accord, je comprends. Tu es en colère, mais il ne s'agit plus seulement de nous. Il y a des réputations en jeu ici. Des carrières. Sa voix s'est abaissée comme si quelqu'un pouvait écouter. La mienne. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite, j'ai regardé à nouveau la photo. Mon expression, à moitié prise entre la confusion et la conformité. Ses yeux, déjà passés devant moi, calculant le prochain échelon de son ascension sociale. C'était sa fatale erreur de calcul. Elle croyait que j'étais une erreur, quelque chose à enjamber. Elle ne comprenait pas que j'étais le cadre, l'échelle elle-même. Et maintenant, avec un message, j'avais retiré les boulons. Derrière moi, le doux tintement d'un autre appel, ignoré. Elle avait passé les dernières années à faire semblant que je n'étais que son ex. Un souvenir qu'elle avait dépassé. Un costume qui ne correspondait plus à la nouvelle esthétique de son ambition, mais elle avait oublié à quel point certains noms sont gravés profondément. Pas seulement dans les documents, mais dans les systèmes, dans les statuts, dans la mémoire, surtout celle du genre qui porte des boutons de manchette et ne hausse pas la voix. À 23h08, j'ai complètement coupé le téléphone, je l'ai laissé face contre terre sur le bureau, l'écran noir. Ce qui allait arriver ensuite n'était plus une question d'émotion. Elle pensait encore qu'elle pouvait s'en sortir en parlant, mais elle était entrée sur un échiquier en pensant que c'était une scène, et je déplaçais déjà les pièces derrière le rideau. À 8h17 le lendemain matin, Monsieur Dubois, le patron visionnaire, le perturbateur d'héritage, le chouchou du dernier numéro de Forbes, était déjà dans son bureau vitré, les manches retroussées comme un homme allergique à la formalité. Sa routine matinale était chirurgicale, café noir, bar protéiné et 4 appels consécutifs avec des gens qui pensaient travailler avec lui, et non pour lui. Le premier appel est venu du service juridique, quelque chose concernant une clause d'héritage dans le cadre d'un audit interne. Il a haussé les épaules, a promis de revenir dessus une fois que les opérations l'auraient examiné. Le deuxième appel est arrivé 15 minutes plus tard. La conformité cette fois. Le ton était plus ferme. Quelque chose concernant le comité d'examen éthique qui avançait sa réunion trimestrielle. Pas de problème, s'est-il dit.
probablement juste une autre note culturelle sur les relations avec les employés ou le comportement médiatique. Mais ensuite est venu le troisième appel, de quelqu'un qui ne l'appelait jamais directement. Le responsable des relations avec le conseil d'administration. Elle n'a pas mâché ses mots. Un dossier scellé arrive chez vous. Courrier étiquette rouge. Il est conseillé de l'ouvrir seul. Il a levé les yeux au ciel au moment où il a raccroché. Monsieur Dubois n'aimait pas le drame, à moins qu'il n'en contrôle les projecteurs. Mais juste après-midi, le coursier est arrivé. Costume noir, pas de logo, badge d'identification du groupe holding épinglé à son revers. Pas d'enveloppe, juste un portefeuille renforcé avec un sceau de sécurité et une plaque signalétique sur le devant. Droit de gouvernance, disposition d'actionnaire contingent. Il a coupé le sceau avec un canif et a ouvert le dossier, s'attendant à du jargon juridique ou à des charabia de conformité fiscale. Au lieu de cela, il a trouvé une table des matières avec un seul en-tête en gras. Déclencheur du protocole de stabilité invocation de la clause 7D. Ses yeux ont parcouru les pages, les dates, les procès-verbaux de réunion, les signatures. Certains étaient des noms qu'il reconnaissait à peine. Des membres du conseil d'administration à la retraite, des gestionnaires de fonds hérités, mais d'autres noms qui n'apparaissaient pas dans son dossier d'information lors de son embauche. Des noms comme Laurent Carr-Marchand, son ex-mari, celui qu'elle avait écarté comme une vieille relique, celui qu'elle avait pointé vers la sortie de service comme un intérimaire dans le mauvais ascenseur. Les doigts de Monsieur Dubois se sont crispés sur le bord de la page. Puis il l'a vu, sa propre signature datée de 3 ans, contresignée lors de l'acquisition-fusion dans le cadre de ses documents d'intégration rapide. À côté, une note du PDG prédécesseur déclarant « Cette clause provisoire protège les parties prenantes historiques contre les atteintes à la réputation initiées par des représentants internes lors d'événements parrainés par l'entreprise. » Il est revenu au début, à scanner la clause ligne par ligne. Tout incident public causant un préjudice à la réputation d'une partie prenante historique, en particulier lors d'événements couverts par les médias, déclenchera un examen éthique obligatoire soumis à la supervision immédiate du conseil d'administration et à une éventuelle suspension de la direction. La formulation était brutale, définitive, impossible à interpréter. Sa respiration a ralenti. La pièce a semblé plus chaude. Il a desserré son col, s'est levé, a commencé à faire les 100 pas. De l'extérieur du bureau, son assistante a remarqué que le rythme régulier de la confiance avait été remplacé par des mouvements saccadés. Les épaules voûtées, une main sur le bas du dos comme si le poids du dossier avait fait son effet. À l'intérieur, il a tourné à la dernière page. Une liste de pièces jointes. Pièce C, images horodatées du gala. Pièce D, avis juridique du conseil d'entreprise daté avant l'événement. Pièce E, note consultative rédigée par le PDG prédécesseur décrivant l'intention stratégique de la clause 7D de protéger le capital fondateur contre les fautes de comportement. Et en bas, en petits caractères, déposé par L. Carr-Marchand, fondateur historique, retraité. Il a regardé la signature à nouveau, l'a comparée à la sienne, toutes deux notariées, toutes deux estampillées, toutes deux contraignantes. Il a exhalé brusquement. Qui diable a écrit ça, a-t-il marmonné. Du couloir, une voix a répondu. Un des membres du conseil d'administration, plus âgé, toujours sous-estimé, est entré sans frapper. Votre prédécesseur, a dit l'homme, presque amusé. Et son mari, la mâchoire de Monsieur Dubois a travaillé silencieusement pendant une seconde, mais il est parti. Non, a interrompu le membre du conseil. Il a reculé. Ce n'est pas la même chose. Vous le sauriez si vous aviez lu la version longue de votre contrat au lieu des points essentiels. Monsieur Dubois n'a pas répondu. Il a juste fixé les papiers comme s'ils étaient soudainement écrits dans une langue étrangère. Parce que, d'une certaine manière, il l'était. Il parlait le langage de l'ancien pouvoir, de l'influence discrète, du genre de contrôle que l'on ne vante pas parce qu'il n'a pas besoin d'être expliqué. Derrière lui, son tableau blanc numérique clignotait avec des points à l'ordre du jour. Croissance du 4e trimestre, nouveau marché, une campagne médiatique sur un nouveau leadership. Il l'a éteint. Soudain, tout cela n'avait plus d'importance car pendant qu'il était occupé à courir après la couverture médiatique et les applaudissements de LinkedIn, quelqu'un d'autre avait écrit le règlement. Et cet homme était celui qu'il avait laissé être humilié dans sa propre salle de bal par une femme qui pensait que l'influence se mesurait en RSVP et en titre de direction. Et maintenant, il réalisait qu'il avait hérité de bien plus que son ambition. Il avait hérité de ses conséquences. Elle est arrivée à 9h02.
Des talons claquant sur le marbre, un café à la main comme un bouclier. Son manteau parfaitement drapé sur une épaule, le même qu'elle utilisait pour balayer froidement les assistantes sans les regarder. Ce matin, elle avait l'air de rien, comme si son éviction à mon égard lors du gala n'était qu'une autre manœuvre calculée, et que les retombées pouvaient être balayées sous le tapis avec une demi-excuse et une réunion à huis clos. Elle a passé son badge devant le scanner des portiques de sécurité en vert. Lumière rouge, elle a réessayé, plus lentement cette fois, toujours rouge. Le portique ne s'est pas ouvert. Le scanner a bipé à nouveau, plus fort maintenant, un son empreint de jugement. Son sourire a tressauté. Elle a regardé le comptoir de l'accueil, levant légèrement la main comme si elle allait un taxi, pas pour demander la permission. La réceptionniste, une femme qu'elle avait ignorée d'innombrables fois avec ce sourire corporatif serré, est soudainement devenue très occupée à fixer son écran. Pas un mot, pas un regard. « Excusez-moi », a appelé ma femme, contournant le portique de sécurité, sa voix prenant un ton plus vif. « Je travaille ici. Il y a un problème avec mon badge. » La réceptionniste a continué à taper pendant un instant, puis a tendu la main sous le bureau et a déclenché une alerte silencieuse. Une alerte qui n'a pas sonné, n'a pas vibré, mais a envoyé une seule notification à l'étage. 3 minutes se sont écoulées. Elle a vérifié son téléphone. Pas d'appel manqué, pas de mais, rien des RH. Elle a tapé du talon, agacée maintenant. Elle était habituée à la déférence, à l'accès instantané et à ce que son nom efface tous les obstacles bureaucratiques. Mais cette fois, le couloir est resté vide. Puis un ascenseur a retenti. Un responsable est sorti. Pas des RH, pas du juridique, juste quelqu'un des services généraux portant une boîte en carton. Il a marché droit vers elle sans hésitation. « Salut, désolé pour ça », a-t-il dit d'un ton monocorde, tendant la boîte comme si elle contenait le nettoyage à sec de quelqu'un. « Votre bureau est réaffecté. Vous pouvez attendre ici pour les RH. » Elle ne l'a pas prise au début. Elle a juste fixé la boîte comme s'il lui avait offert un animal mort. « Je suis la directrice de la stratégie », a-t-elle dit, sa voix assez forte pour rebondir sur le marbre. « Pourquoi diable attendrais-je ici pour les RH ?» Il n'a pas scié. Nouvelle politique après hier soir. Puis il a légèrement incliné la boîte vers l'avant, juste assez pour qu'elle puisse voir le papier scotché à l'intérieur du couvercle. Une capture d'écran granuleuse en noir et blanc, mais indubitable. Elle se tenant à quelques centimètres de moi lors du gala. Sa main sur ma poitrine. Ses lèvres formant clairement les mots « Ne me fais pas honte ». Mon nouveau patron est important. L'angle venait des images de sécurité, une chose à laquelle elle n'avait pas pensé. Elle n'avait pas su que l'entreprise archivait ces événements au-delà de la diffusion en direct. Sous la photo se trouvait une note. Usage interne uniquement. Objet, clause de déclenchement de réputation 7D. Statut, confirmé. Action, examen immédiat initié. Mesure de protection pour l'actionnaire historique engagé. Contact assigné, directeur de la conformité, Monsieur Dubois. Elle est devenue pâle. Pas d'une manière théâtrale. Pas de main sur la poitrine. Pas d'évanouissement. Juste l'immobilité. Ce genre d'immobilité robotique qui vient quand le corps réalise que la hiérarchie qu'il a gravie est maintenant une trappe sous ses pieds. Le responsable n'a rien dit d'autre, il a juste hoché la tête vers un petit coin salon près du mur du hall où quelques stagiaires étaient maladroitement assis, faisant semblant de ne pas remarquer. Sa présence avait l'habitude de vider les pièces. Maintenant, elle faisait juste chuchoter les gens derrière les écrans. Elle a pris la boîte, s'est dirigée vers le coin salon sur des talons qui sonnaient soudainement moins comme du pouvoir et plus comme une ponctuation. Un pas, clic. 2 pas, clic. Chacun résonnant. Elle s'est assise et a placé la boîte sur ses genoux. À l'intérieur se trouvaient les accessoires habituels, une photo encadrée, une plante, quelques épingles qu'elle n'avait probablement jamais utilisées, et son bloc-notes personnalisé avec son titre gravé en argent. Dessus, quelqu'un avait placé la plaque nominative de son bureau. Madame Marchand, directrice de la stratégie. Elle avait été dévissée. Elle l'a touchée d'une main comme si la presser pouvait la faire revenir au mur, mais non. Elle a regardé autour d'elle, attendant que quelqu'un, n'importe qui, descende et dise que c'était une erreur, que le badge était défectueux, que le service juridique avait exagéré, que le président allait trop loin, que je n'avais rien à voir avec ça. Mais ils ne sont pas venus.
Et c'est là qu'elle a finalement réalisé que les règles qu'elle avait utilisées comme arme pour son ascension, elles n'avaient pas changé. Elles avaient juste été écrites par quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus calme, quelqu'un de patient, quelqu'un dont elle n'avait plus accès au bureau. La journée avait été exceptionnellement calme. Pas de suivi des RH, pas de note interne l'exculpant, pas de réunion d'urgence pour clarifier la situation, juste le silence. Et ce silence n'était pas la paix. C'était une pression. Un changement atmosphérique qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait parce qu'elle avait passé trop d'années à prendre les applaudissements pour de l'autorité. Elle était assise sur le balcon de son appartement, un verre de chardonnay à moitié vide tiédissant à côté d'elle. Son téléphone a vibré sur la table de patio. Identification de l'appelant, Maya Comptabilité. Maya n'était pas une commère. C'était le genre de collègue qui avait passé 20 ans à survivre à 3 directeurs financiers, 5 PDG et un scandale impliquant un paradis fiscal au Panama. Si Maya vous appelait après le travail, ce n'était pas pour papoter. « Salut », a dit ma femme, essayant d'avoir l'air décontracté. « Arrête de jouer la comédie », a dit Maya d'un ton monocorde. « Tu as une minute ?» Elle a cligné des yeux. « Bien sûr. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a eu une pause, une légère inspiration à l'autre bout. Le genre de souffle que les gens prennent avant d'annoncer une mauvaise nouvelle qu'ils n'ont pas demandé à porter. « Tu sais qui il a rencontré cette semaine ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a ri. Courte, superficielle. « Qui ? Mon ex ? Je doute qu'il soit encore en ville. Il n'a pas de poids. Maya, c'est un fantôme du passé. Symbolique. Non, a claqué Maya. Il ne l'est pas. C'est ce que tu ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Je viens de quitter un examen financier à huis clos. Nous avons extrait des dossiers de la société holding pour l'audit du prochain trimestre. Il y a une liste. Investisseur silencieux, seuil d'intérêt de contrôle. Devine qui est toujours répertorié comme actionnaire majoritaire silencieux. Silence sur la ligne. Tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas. Tu sais comment fonctionnent les structures de holding ? Elles ne se mettent pas à jour en fonction des sentiments. Et à moins qu'ils ne vendent ou ne meurent, ce titre reste intact. Tu veux le coup de grâce ? Il y a une clause dans son dossier. Droit de veto. Au niveau du conseil. Pas d'expiration. Maintenant, elle s'est redressée. La chaise de patio bon marché est soudainement devenue impitoyable. Tu dis qu'il a toujours de l'autorité ? Je dis que tu as en gros viré un homme avec des droits de veto légaux devant des donateurs, des cadres, son propre conseil consultatif. La moitié de ces gens étaient là grâce à lui, et les images ont aggravé les choses. Tu n'as pas seulement embarrassé un nom du passé. Maya a baissé la voix. Tu as publiquement humilié quelqu'un avec un pouvoir dont aucun d'entre nous ne se souvenait qu'il était actif. Et maintenant tout le monde s'agite parce qu'ils auraient dû s'en souvenir. Sa main a serré le verre de vin plus fort. Sa voix, autrefois confiante, est sortie cassante. Pourquoi personne ne m'a dit ? Parce que personne ne pensait qu'il l'utiliserait. Il ne l'avait pas fait depuis des années. Les gens supposaient qu'il était resté silencieux pour de bon, mais tu l'as traîné dans la lumière. Tu lui as donné la raison. Il y a eu un long silence saccadé entre elles. Puis finalement, un seul mot d'elle, à peine audible. Quoi ? Maya n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste laissé la question en suspens. Je t'avais prévenu avant, a-t-elle finalement dit. Il ne se bat pas bruyamment. Il se bat longtemps. Le genre de long que tu ne vois pas venir tant que le sol sous tes pieds n'est plus le tien. La ligne est devenue silencieuse. Elle est restée assise là, le cœur battant dans ses oreilles tandis que le vent se levait légèrement. Le chardonnay avait maintenant un goût de vinaigre. Elle a posé le verre lentement. Puis a tendu la main vers son ordinateur portable, a affiché l'organigramme de la base de données interne, a cherché son nom. Il n'était pas là. Puis elle a cherché le registre de la société holding. Il était là, enfoui à 3 liens de profondeur. Elcar Marchand, actionnaire historique, rôle consultatif, autorité silencieuse de classe B, à côté, une ligne de statut en vert. Actif. Elle a fixé le mot comme s'il était dans une langue étrangère. Puis elle a cliqué pour ouvrir les statuts. Section 14.4, protection de réputation des actionnaires. Clause 7D, protocole de surveillance basé sur le déclenchement.
Clause 7F, récupération du veto en réponse au risque institutionnel. Clause 8.1, président du Conseil consultatif historique désigné Elkar Marchand. Durée indéfinie. Son écran s'est légèrement flouté. Elle avait passé toutes ces années à penser que l'homme qu'elle avait épousé était prévisible. Décent, oui. Loyal, bien sûr, mais prévisible. Elle avait oublié ce qu'il était avant elle. Pas un mari, pas un partenaire, un tacticien. Et elle lui avait donné exactement ce dont il avait besoin. L'apparence d'un manque de respect de l'intérieur. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre. Pas le pardon, mais les conséquences. On a frappé à 6h52 du matin. Trop tôt pour les coursiers, trop précis pour les voisins. Elle a ouvert la porte en robe de soie. Le mascara encore taché de la nuit précédente, les bords de son sang-froid déjà effilochés. Un homme en costume sombre se tenait là, expression neutre, badge autour du cou. Pas la police, pire. Livraison pour ces marchands, a-t-il dit, lui tendant une enveloppe matelassée avec un sceau bleu et argenté estampillé sur le rabat supérieur. Bureau des affaires internes, division de l'éthique corporative. Elle a signé sans poser de questions. Sa main a tremblé légèrement, le stylo laissant un micro-bégaiement dans son nom de famille. L'homme a hoché la tête une fois, s'est retourné et est parti sans un mot. Aucune explication, aucune place au débat. Elle a fermé la porte avec son épaule et a déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, une seule page de lettres pliée une fois. Avis d'examen obligatoire, comité d'éthique et de surveillance. Objet, conduite lors du gala d'hiver, clause 7D, invocation du protocole. Date de comparution, jeudi, 10h30. Lieu, 14e étage, salle de conférence C, elle l'a relu, puis une troisième fois. La formulation ne s'est pas adoucie. Vous êtes par la présente tenue de comparaître devant le comité d'éthique et de surveillance pour répondre aux allégations de préjudice à la réputation déclenchées en vertu de la clause 7D des statuts de préservation des fondateurs. Cette action est non négociable. Le défaut de comparaître entraînera une culpabilité présumée et des sanctions administratives telles que définies aux articles 4, 5 et 9 des protocoles de sauvegarde comportementale. Elle a tourné la page et là, c'était signé. Directeur de la conformité, Michel Dubois. Son estomac s'est noué. Michel Dubois, un nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis des années. Un homme qui, autrefois, était assis dans leur salon à rire avec son mari à propos de décisions fiscales obscures et de failles contractuelles comme s'il s'agissait de rebondissements dans un thriller. Son mari ne s'était pas contenté de le mentorer. Il l'avait formé pour le remplacer. Discrètement, stratégiquement, Michel avait gravi les échelons plus vite que la plupart parce qu'il n'avait pas seulement appris les règles, il avait contribué à les écrire. Il l'avait un jour qualifiée de brillante, disant qu'elle était dangereuse en entreprise d'une manière qui excitait les gens. Apparemment, il avait révisé cette opinion. Elle se tenait dans la cuisine, la lettre tremblante dans les mains, et a essayé de reprendre son souffle dans un corps qui était soudainement devenu froid. Elle a marché jusqu'à l'évier, a posé l'enveloppe et a fixé le carrelage de la crédence tandis que le robinet coulait sans but. Comment tout cela avait-il pu déraper à ce point ? Moins d'une semaine auparavant, elle paradait dans une salle de bal en talons de créateur, murmurant des rejets comme si le pouvoir était un parfum. Maintenant, elle ne pouvait plus entrer dans son bureau, n'obtenait plus de rappel du service juridique, et devait plaider sa cause dans une salle de conférence où elle avait autrefois présidé des réunions, un endroit où maintenant elle serait celle qui serait interrogée. L'arrogance qu'elle portait comme une armure a commencé à lui sembler de papier. Elle s'est dit que c'était encore une question d'image. Que les RH la soutiendraient, que le conseil d'administration verrait cela pour ce que c'était. Des retombées personnelles déguisées en protocole. Mais le sceau en haut de la lettre ne ressemblait pas à un protocole. Il ressemblait à un jugement. Les 20 minutes suivantes se sont passées à faire les 100 pas. Elle a vérifié son téléphone. Toujours pas d'appel manqué, pas de message de Monsieur Dubois, pas d'alerte du Slack de l'entreprise. Elle a tapé et supprimé une douzaine de SMS différents. Un au service juridique, un à son patron, un presque à moi. Elle n'en a envoyé aucun. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle a cherché sur Google, clause 7 des résultats d'audience consultative. Les résultats n'étaient pas nombreux. C'était le problème avec ces protocoles. Ils étaient rarement déclenchés, mais quand ils l'étaient, ce n'était jamais superficiel.
Chaque cas répertorié se terminait par 2 mots, rôle annulé. Personne ne survivait à la clause 7D. Parce que personne ne s'attendait à la déclencher. Elle s'est assise à la table de la cuisine, les mains posées sur la lettre comme si elle pouvait fondre si elle la tenait assez longtemps. Sur le bord de l'enveloppe, manuscrite à l'encre bleue, probablement par quelqu'un des affaires internes, se trouvait une note discrète. Les droits historiques ne sont pas cérémoniels. Aucune signature, juste cela, comme si quelqu'un avait anticipé son incrédulité et décidé de planter le dernier clou dans ses suppositions. Elle a fermé les yeux. Pour la première fois, elle ne stratégisait pas. Elle avait peur. Le couloir menant à la salle de conférence était délibérément simple. Pas de marque, pas d'écran, pas de distraction, juste des murs beiges, un éclairage stérile et un silence qui bourdonnait comme une électricité statique. Mais au-delà des doubles portes vitrées au bout se dressait un mur qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Pas depuis l'orientation, pas depuis qu'elle était jeune et enthousiaste, faisant encore semblant d'être humble tout en mémorisant les noms qu'elle prévoyait de remplacer. Elle a marché plus lentement en s'approchant. Sur la gauche, une longue plaque en acier gravée de noms. Police sans serif épuré. Rien d'ostentatoire, juste de la précision, fondateur, mécène, partenaire stratégique, titres historiques. Ses yeux ont parcouru la liste. Elle a reconnu certains cadres à la retraite, des investisseurs de départ, des présidents de conseils d'administration depuis longtemps partis. Et puis elle l'a vu. Laurent Carr-Marchand, directeur émérite. Sa poitrine s'est bloquée. Ce n'était pas seulement le nom. C'était le fait qu'il était toujours là, toujours actif, toujours dans la section réservée aux intouchables. Pas de rature, pas de « ancien », pas d'annotation. Elle a reculé d'un demi-pas. Personne ne lui avait dit. Elle avait supposé que lorsqu'il s'était éloigné du train-train quotidien, il avait tout abandonné. Que se retirer d'un rôle signifiait se retirer de la pertinence. Elle avait pris son silence pour une capitulation. Mais son nom n'avait jamais quitté le mur. Et maintenant, elle entrait dans une pièce pleine de gens qui le savaient. Les portes vitrées se sont ouvertes. 2 assistants du comité attendaient à l'intérieur, posture raide, lui faisant signe de s'asseoir à l'extrémité de la table. La pièce était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être, délibérément. 12 sièges, 11 occupés. Chaque personne portait la même expression. Neutralité affûtée à l'extrême. À la tête de la table était assis le président Leclerc, un homme qu'elle avait autrefois encensé dans un communiqué de presse comme un phare de leadership stable. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un fixant une responsabilité légale habillé en talons hauts. Il n'a pas demandé comment elle allait. N'a pas offert d'eau. Il a simplement dit « Commençons ». Elle s'est assise, a ajusté sa blouse. Elle a essayé de ne pas respirer trop fort. Il a ouvert un dossier. Pas de performance, juste du processus. Madame Marchand, avant de procéder à la documentation, je suis tenu d'établir le contexte. Veuillez confirmer officiellement que vous avez sciemment renvoyé un directeur fondateur de cette institution lors d'un événement public enregistré de l'entreprise. La pièce n'a pas bougé. Pas une toux, pas un grattement de stylo. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti au début parce qu'elle a soudainement compris ce que c'était. Pas seulement une audience, pas seulement de la conformité. C'était une exécution. Elle a avalé. Sa voix était calme mais audible. Je ne savais pas qu'il détenait toujours ce titre. Le président a haussé un sourcil, a tourné une page du dossier. Les titres historiques ne sont pas révocables par la perception. Ils sont protégés en vertu des articles 3, 5 et 12 de la Charte des fondateurs. Le nom demeure, l'autorité demeure, et vos actions enregistrées, vérifiées et diffusées constituent un préjudice direct à la réputation en vertu de la clause 7D. Il s'est légèrement penché en avant. Alors encore une fois, veuillez confirmer officiellement que vous avez sciemment renvoyé un directeur émérite lors d'un événement public parrainé par l'entreprise. Elle a jeté un coup d'œil à ses genoux, ses mains serrées, les ongles s'enfonçant dans ses paumes comme si la douleur pouvait inverser le temps. Oui, une pause. Puis il a cliqué son stylo une fois et a signé la ligne en bas de la page. Confirmation notée. C'était tout. Pas de marteau, pas de déclaration dramatique, juste de l'encre et du silence. En face d'elle, une femme du service juridique a sorti un dossier séparé. Il était plus mince, pas rempli d'options, juste un papier et une ligne de signature.
Le genre qu'on vous donne quand votre seule décision restante est de savoir si vous voulez partir discrètement ou faire un gâchis que quelqu'un d'autre nettoiera. Elle n'a pas tendu la main. Pas encore. Au lieu de cela, elle a regardé le mur à nouveau. Le nom était toujours là, gravé dans l'acier froid. Le même nom qu'elle avait autrefois pris, puis rejeté, puis moqué. Elle pensait l'avoir dépassé. Mais c'était le nom qui avait construit l'entreprise. Le nom qui l'avait protégé, et maintenant le nom qui l'effacerait. Elle est sortie de la salle d'audience comme un ballon dégonflé, la peau tendue, les yeux creux, marchant, non pas avec son clic et sa glisse habituelle, mais avec le poids de quelqu'un qui venait d'apprendre que le sol sous elle n'était pas fait de marbre. C'était du verre et il s'est fissuré. Ses talons s'enfonçaient dans le tapis moelleux de l'aile exécutive, mais elle les sentait à peine. Elle tendait la main vers son téléphone, s'accrochant encore à une croyance délirante qu'un SMS ou un message vocal apparaîtrait et lui dirait que ce n'était pas réel, que c'était un malentendu, que quelqu'un, n'importe qui, était toujours de son côté. Au lieu de cela, ce qu'elle a obtenu, c'est lui. Monsieur Dubois, son patron, son visionnaire. Son prochain échelon sur l'échelle. Il l'attendait juste devant les portes de l'audience, faisant les 100 pas en cercle serré. Le téléphone pressait si fort contre sa joue qu'il semblait y être fusionné. Il n'était pas l'homme qu'elle avait présenté au gala. Confiant, charismatique, répété. Non, cet homme avait disparu. Celui-ci ressemblait à quelqu'un qui venait de tomber tête la première dans une embuscade au conseil d'administration. Il l'a aperçue et s'est déplacé rapidement, presque trop rapidement, lui saisissant le coude avant qu'elle ne puisse dire un mot. Elle a tressailli. Monsieur Dubois, je... Ne parle pas, a-t-il sifflé. Voix hachée. Urgente. As-tu la moindre idée de qui il est pour moi? Elle a cligné des yeux, encore étourdie. Qu'est-ce que tu... Il s'est penché, les yeux injectés de sang, la voix tremblante, non pas de volume, mais de pression. Cet homme que tu as envoyé par la porte de derrière comme un employé disgracié était mon premier investisseur. Sa bouche est devenue sèche. J'avais 19 ans. Pas de capital, pas de crédibilité auprès du conseil. Personne ne voulait me toucher, a-t-il dit, sa voix tremblante maintenant. Mais lui, si. Il a co-signé ma première feuille de conditions, a payé mon avocat, m'a présenté au président en face duquel tu viens de t'asseoir. Il est la raison pour laquelle j'ai ce travail. Elle a essayé de reculer. Je ne savais pas, tu ne savais pas, a-t-il claqué. Tu l'as renvoyé devant la moitié du conseil consultatif. Devant des donateurs qu'il a personnellement amenés à la table. Tu l'as humilié lors d'un événement d'entreprise avec moi à ton bras. Sa gorge s'est serrée. Monsieur Dubois, je ne voulais pas, tu ne comprends pas, a-t-il coupé. Plus calme maintenant, plus mortel. Tu penses que c'est juste une question de protocole, de politique de bureau. Ce n'est pas le cas. Cet homme a témoigné pour moi, m'a protégé, et toi? Tu m'as exhibé comme un trophée en crachant sur la personne même qui a construit le podium sur lequel tu te tenais. Ses lèvres ont tremblé. J'essayais de te protéger, je pensais. Il a ri, non pas d'humour, mais d'incrédulité. Me protéger? Tu viens de mettre le feu au pont entre moi et le seul homme qui ait jamais cru en moi. Il a secoué la tête, reculant, lâchant son bras comme si cela brûlait. Ce n'est pas un scandale. C'est un enterrement et tu es l'éloge funèbre que personne ne veut entendre. Elle a ouvert la bouche. Aucun mot n'est venu. Des gens les ont croisés dans le couloir. Personne ne s'est arrêté. Personne ne l'a regardé dans les yeux. Son titre était déjà au passé. Il l'a regardé une dernière fois. Non plus avec colère, juste avec pitié. C'est fini. 2 mots, rien de dramatique, pas de voix forte, pas de scène, juste un verdict silencieux. Il s'est retourné et s'est éloigné dans le couloir qu'elle traversait autrefois comme s'il lui appartenait. Les portes vitrées se sont ouvertes pour lui, se sont refermées derrière lui. Elle n'a pas suivi, ne pouvait pas, car ce n'était pas seulement le travail qui était parti. C'était l'illusion. L'empire qu'elle pensait avoir hérité n'était pas le sien. Il ne l'avait jamais été. Elle s'y était mariée, en avait tracé les contours, l'avait rebaptisé, puis avait arrogamment essayé de réécrire son histoire. Mais les empires se souviennent, et les hommes qui les ont construits aussi, discrètement, sans hashtag, sans fanfare. Des hommes comme celui qu'elle a envoyé par la sortie de service, pensant qu'il était jetable. Mais il n'était pas jetable.
Il était la fondation. Et maintenant, avec un chuchotement et un hochement de tête, c'était elle qui était mise à la porte. Celle pour qui les portes ne s'ouvriraient pas. Le couloir était immobile et elle s'y tenait seule.